Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Cherif Amir, professeur en géopolitique à l'Université de Paris. Dr Cherif Amir, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. C'est la 14e édition ou le 14e sommet de la conférence islamique. Quels sont les objectifs de cette année? Bon, les objectifs, comme ça a été déclaré officiellement, d'abord c'est la question palestinienne et ce qui est répandu dans les médias et aussi répandu par la Maison-Blanche et l'administration américaine, ce qu'on appelle le deal of the century, c'est-à-dire l'accord du siècle, qui concerne la question palestinienne, la question de l'établissement d'un accord durable entre Palestiniens et Israéliens, et aussi ça inclut les pays du Golfe. Je crois que ce sommet est très spécial, parce que d'abord on a la question de Jérusalem qui a été maintenant une épine dans les relations arabo-américaines. Et il y a aussi la question du plateau du Golan. Et on a aussi la question de qu'est-ce qui se passera dans les réfugiés, dans la question des réfugiés. Alors, je crois que les pays arabes sont en train de débattre comment ils vont faire face aux pressions, parce qu'il y a des pressions là-dessus, comment il faudra trouver un issue vraiment pour la question, pour ce conflit. Le président Abdel Fattah el-Sisi l'a souligné à plusieurs reprises que tant qu'il y a un conflit palestinien, il y aura toujours le terrorisme, il y aura toujours les actes qui perturbent la sécurité régionale. Donc c'est l'intérêt non seulement des pays arabes et d'Israël, mais aussi c'est l'intérêt de la communauté internationale de trouver une solution là-dessus. Ça c'est d'une part. Il y a d'autre part aussi la question iranienne, qui est une question très délicate, parce qu'on voit récemment on a vu quelques actes de terrorisme, que ce soit au port de Fujairah aux Émirats contre les navires pétroliers, ou même par les Houthis de Yémen contre les lignes du pétrole au sein de l'Arabie Saoudite, par des drones. Alors là, la question qui se pose, comment le monde arabe et le monde islamique, l'Iran est partie de ce monde islamique, comment ils vont trouver un accord ou un dialogue sur la question. Parce qu'on voit que la région a été récemment à 2 pas de la guerre. Il y a une mobilisation extrême des forces américaines dans le Golfe Persique. Il y a aussi une mobilisation dans les pays du Golfe à se protéger. Donc c'est une question très épineuse. Il y a aussi une relation entre les deux questions, c'est-à-dire la question palestinienne et la question iranienne. Parce que l'Iran prétend toujours renforcer le Hezbollah, renforcer le Hamas, renforcer le djihad islamique contre Israël. Et qu'ils n'ont pas d'intérêt contre les souverainetés des pays arabes. Mais on sait très bien, ce qu'on a vu en Irak, c'est le contraire. Ce qu'on a vu en Syrie, c'est le contraire. Ce qu'on a vu au Yémen, c'est le contraire. Et ça, c'est le rôle d'un pays comme l'Égypte, qui est un pays pilier du monde arabe et du monde islamique, à dire que les choses doivent être très claires, que la souveraineté des pays du Golfe, la souveraineté du pays arabe, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Et ce que le président Abdel Fattah el-Sisi l'a souligné à plusieurs reprises dès son premier mandat en 2014. Et ça a été réitéré récemment, surtout lorsqu'il y a eu l'acte terroriste contre le port de Fujairah aux Émirats. Le prince héritier Mohammed Ben Zayed, sa première visite, ce n'était pas à Washington ou Moscou ou Bruxelles, c'était à l'Égypte, au Caire. Alors ça, c'était un signal que l'Égypte est un garant de la sécurité dans cette région. Donc ce sommet est très spécial sur ces deux questions principales. Et je crois que ce sera un moment de franchise. C'est-à-dire les leaders, ils vont parler ouvertement de qu'est-ce qu'ils ont comme calcul pour la période qui va suivre d'après Ramadan. Parce qu'on a vu que Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, le président américain, il a dit que c'est après le Ramadan qu'on va commencer à parler sur le règlement de cette question. Alors, c'est juste une semaine
Alors, il faut se préparer pour ça. La question concernant le terrorisme est toujours à la tête des priorités. Donc, l'aspect du terrorisme dans la région à l'heure actuelle, comment le voyez-vous? Les causes et les moyens susceptibles peut-être d'y remédier. Est-ce que vraiment on peut avoir une solution tranchante au terrorisme? D'abord, la solution tranchante, ça concerne aussi chaque pays. Il y a des pays qui ont pris la décision de combattre le terrorisme avec toutes les forces, comme l'Égypte. Et d'ailleurs, je salue notre force armée, très respectueuse, et notre service de renseignement généraux qui ont réalisé un succès inédit dans le combat du terrorisme, dans la capture et l'extradition du terroriste Hicham Ashmawi récemment. Et ça, c'est un signal au monde entier que l'Égypte est un pays non seulement résigné à combattre le terrorisme, mais capable de le faire. Et déjà, je trouve que l'ampleur médiatique était à la hauteur. C'est que, voilà, un pays comme l'Égypte va, quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, que le temps passe, qu'on paie le prix des martyrs, mais on va aboutir à notre but, c'est combattre le terrorisme, arrêter les têtes, et aussi, on va le voir bientôt, c'est que les pays qui financent le terrorisme, eux aussi seront sanctionnés. Cela veut dire que ce n'est pas une agression, mais cela veut dire qu'on va protéger notre souveraineté. On sait très bien que les milices terroristes basées en Libye, ils sont financés par la Turquie ou le Qatar. Le président Abdel Fattah el-Sisi l'a signalé à plusieurs reprises. C'est pour cela que nous soutenons l'armée libyenne. Il faut soutenir toutes les armées et toutes les forces armées nationales des pays arabes dans la région qui combattent le terrorisme. C'est dans l'intérêt de personne de voir ces pays détruits, que ce soit en Syrie, que ce soit au Yémen, que ce soit en Libye, et même au Soudan maintenant. C'est pour cela, à mon avis, la ligne directrice de la politique étrangère égyptienne et de la politique ou la doctrine militaire et sécuritaire égyptienne est très claire. C'est qu'on va faire la pression diplomatique contre tous les pays qui financent le terrorisme, mais on va en même temps avoir la machine guerrière qui va travailler sans merci contre toutes ces têtes du terrorisme. On l'a vu avec Hicham Ashmawi, et je crois qu'il ne sera pas le dernier. Il y aura d'autres succès aussi qu'on va voir. C'est une promesse qui a été faite par le président Abdel Fattah el-Sisi. Et je crois que toute la région a compris cette doctrine que ou bien chaque pays va travailler d'abord sur son affaire interne à régler la question du terrorisme, et deuxièmement coopérer. N'oublions pas, par exemple, le président Abdel Fattah el-Sisi, il a parlé à plusieurs reprises la formation d'une force arabe. Et ça, je crois, dans ce sommet de conférence islamique, il y aura cette question à débattre. Il faut une coalition de renseignement surtout pour combattre la Libye. Entre les pays arabes ou les pays islamiques? Les pays arabes et islamiques. Parce qu'on sait très bien que, par exemple, au Nigeria, c'est un pays islamique, il y a Boko Haram. Et c'est en Afrique. Et l'Égypte, maintenant, c'est ça le rôle de l'Égypte. On est un pays arabe, on est un pays africain, un pays islamique, et on a tous les liens partout. Donc, on est la tête de l'Union africaine, et on est concerné avec nos amis, nos frères au Nigeria, sur la question de Boko Haram. Et même chose avec la Somalie, qui est un pays arabe et islamique. Donc c'est une question très épineuse. Il faut trouver la solution là-dessus. Il faut la coopération. L'Égypte a l'expertise. Et je crois que là, il y aura alors le moment de franchise que la Turquie, qui est un pays islamique, le Qatar aussi, et l'Iran. Et là, la question sera mise sur la table, clairement, que ce soit par l'Égypte, l'Arabie Saoudite ou les Émirats, pour ces pays. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement de cette région?
Est-ce que vous voulez ça continue dans le carnage et le terrorisme, et qui va pousser aussi les puissances internationales à intervenir politiquement, sécuritairement et aussi avec les sanctions et toute cette pression, ou vous voulez qu'on le règle entre pays islamiques à dire qu'il faut respecter la souveraineté l'un de l'autre. Je crois que la Turquie a commencé à comprendre cette question à Idlib, en Syrie, qu'ils vont laisser l'armée syrienne régler la question là-bas. J'espère qu'ils vont le faire aussi en Libye, j'espère qu'ils vont le faire ailleurs dans la région. Et n'oublions pas que le rôle de l'Égypte, c'est un rôle de garant de sécurité dans la région. C'est-à-dire, on veut trouver une solution. Mais cela ne veut pas dire qu'on va baisser les armes à un certain moment. Non, on va combattre le terrorisme, mais on appelle à la coordination. Il y a des pays islamiques membres de la conférence, mais qui ne sont pas de notre région et qui ont des causes différentes ou des soucis différents. Oui. Pensez-vous qu'une coopération serait, ou une compréhension de la situation critique de la région serait facile et il y aurait une coopération probable, notamment parmi les pays asiatiques? Vous touchez une question très importante. C'est une excellente question parce que l'Indonésie est le plus grand pays islamique dans le monde, avec la population. Et l'Indonésie, elle a un poids très important parce que d'abord, le plus grand nombre des étudiants étrangers à l'université Al-Azhar sont de l'Indonésie. Et on sait que l'Indonésie, elle a ce conflit interne entre les mouvements extrémistes et l'islam modéré. Et je crois que c'est un champ de combat très important. Que nous, en Égypte, on a déclaré qu'il y aura une guerre idéologique pour la bonne lecture de la religion. Et le dialogue religieux. Voilà. Alors je crois que ces étudiants qui vont venir ici, on va leur donner la doctrine modérée qu'il faut établir là-bas. Ces pays comme l'Indonésie, ils ont besoin de cette suivi religieuse, parce que c'est un moment très critique, que ce soit, on a vu par exemple des mouvements terroristes aux Philippines et dans cette région d'Asie, donc il y a une expansion de cette idéologie extrémiste. Alors je crois que c'est un pays important qui a ce souci. Je pense aussi à, comme je viens de le citer, le Nigeria. C'est un grand pays islamique qui a aussi un grand problème du terrorisme. Et aussi, ils ont beaucoup de jeunes qui viennent à Al-Azhar, en Égypte, pour apprendre les bases de la religion. Donc, je trouve que là aussi, encore une fois, que j'ai cité l'Égypte avec ses liens arabo-musulmans et africains, aussi avec l'Indonésie pour l'Azhar. Je crois qu'on a le fardeau de la bonne lecture de la religion. Ces pays-là, ils doivent coopérer avec nous sur cette question. Et j'espère que les choses vont changer pour les nouvelles générations là-bas. Pour revenir à la Palestine, la carte géopolitique a complètement évolué après la reconnaissance par les États-Unis et quelques pays de Jérusalem, par exemple, comme capitale et le transfert des ambassades. À votre avis, dans quelle mesure ceci a modifié les caractéristiques de la cause palestinienne sur lesquelles les pays islamiques doivent travailler par rapport à jadis? Jérusalem a un statut religieux pour tout le monde islamique. Et je crois qu'Israël, souvent, ils ont ce souci que toucher à Jérusalem, cela ne veut pas dire uniquement toucher au monde arabe, c'est toucher à tous les musulmans du monde entier. Et c'est là que je trouve que la question palestinienne, elle a l'avantage sur ce point, c'est qu'elle a derrière, concernant Jérusalem, elle a derrière tout le monde musulman. Sauf qu'il faut trouver la coordination sur cette question. Parce que malheureusement, pas tous les pays musulmans sont d'accord sur cette question. Malheureusement, on a vu par exemple, lorsque Jérusalem a été déclarée comme capitale d'Israël, on a eu des pays comme Kosovo et la Bosnie. Ils ont reconnu cela et pour coopération politique. Alors il faut
il faut établir ce sentiment commun que c'est une question qui touche l'histoire, la civilisation et qui touche surtout la géopolitique. C'est que toucher à Jérusalem, c'est toucher au cœur de la question du conflit. Et je trouve que les Israéliens, ils ont profité de la division palestinienne là-dessus, malheureusement. Et là, je salue de nouveau notre service de renseignement qui a toujours les liens avec la bande de Gaza et le gouvernement de Hamas, malgré tout ce qu'ils ont fait du mal pour l'Égypte. Mais on tient à soutenir l'unité des Palestiniens. On parle souvent avec eux qu'il faut il faut établir un gouvernement uni pour dialoguer, parce que tant que le peuple palestinien est divisé entre Ramallah et Gaza, il n'y aura jamais une union, que ce soit sur la question de Jérusalem, question de réfugiés ou question de sécurité et frontières. Si vous me permettez, docteur Cherif Amir, nous avons un appel, nous avons en ligne Monsieur Hassan Abdallah, qui est analyste politique, journaliste et analyste politique. Monsieur Abdallah, bonjour et bienvenue avec nous. À quoi doit-on s'attendre cette année au terme des travaux de la 14e édition ou du 14e sommet de la conférence islamique? Oui, c'est le 14e sommet. Aujourd'hui à Mecca, c'est très important parce qu'il tiendra dans une situation difficile, notamment pour le pays du Golfe. C'est pourquoi la négociation entre les Iran et les pays arabes, c'est très important pour trouver une solution pour cette menace. Et en même temps, la coopération arabe pour la crise du Moyen-Orient, la crise palestinienne. Et l'autre sujet pour la coopération arabe. Monsieur Hassan Abdallah, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Docteur Cherif Amir, je le répète, vous êtes chercheur en géopolitique à l'Université de Paris. Pour revenir à la discorde interpalestinienne, à votre avis, la logique dit que quand on a, selon les Palestiniens, un ennemi en commun, on s'unit entre nous. À quoi revient cette discorde? Est-ce que c'est un héritage, c'est un cumul ou une machination de la part d'autres forces pour que la cause palestinienne n'ait jamais de solution tranchante? La source, c'est un seul mot, c'est le Hamas. On a vu qu'à plusieurs reprises, ils n'ont pas voulu s'asseoir avec le président légitime, je souligne légitime, de l'autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas Abou Mazen. Ils n'ont pas respecté cela. Toujours, il y a eu la violation de ce cessez-le-feu avec Israël et qui donne le prétexte à Israël d'intervenir militairement, qui provoque la souffrance de la population à Gaza en plus. Alors, je trouve que cette discorde, elle est animée par plusieurs éléments étrangers, surtout le Qatar et la Turquie et l'Iran. Le djihad islamique, le mouvement de djihad islamique qui est au sein de Gaza, elle est financée par l'Iran. Le Hamas recevait des donations du Qatar et de la Turquie à plusieurs reprises. Alors que l'Égypte, c'est le pilier du monde arabe et qui veut le bien du peuple palestinien. Et il faut trouver une solution là-dessus. Pour cela, on n'a pas cessé à parler avec les leaders de Hamas à plusieurs reprises, à leur dire ne donnez pas le prétexte à votre ennemi commun, comme vous venez de le citer, ne donnez pas le prétexte à cet adversaire, parce que de cette façon-là, vous ouvrez plus les portes de division. Surtout dans les médias, lorsqu'ils montrent qu'il y a une partie qui veut négocier avec Israël et une autre partie qui le refuse. Alors la population arabo-musulmane ne comprend plus qui, à juste titre, est en train d'agir comme ça. Alors que pour la sécurité, c'est qu'il faut établir une paix durable. Et je trouve que l'union entre les Ramallah et Gaza doit être faite très rapidement.
Parce que même on a vu dans mon domaine, dans le monde académique, il y a des chercheurs hostiles à l'Égypte qui disaient bah maintenant puisqu'ils sont divisés, tant mieux qu'une partie des populations palestiniennes partent au Sinaï. Et voilà, il y avait ces rumeurs là. Alors pourquoi ouvrir ces portes à des gens qui veulent le mal à toute cette nation? Alors, la discorde, elle est très dangereuse. Si elle dure encore, et surtout, voilà, on a vu la première victime, c'était Jérusalem. Et on va voir plus, parce que Israël, maintenant, est en train de s'unir sur la question de la judaïté de l'État d'Israël, c'est-à-dire que c'est un État juif. Donc, ça sera encore plus dur de négocier sur la question de Jérusalem et d'autres questions de frontières après. C'est essentiel que le Hamas comprenne que ce n'est pas suffisant le soutien du Qatar, de la Turquie et de l'Iran. Il faut écouter le conseil de l'Égypte. Parce que nous, on sait très bien, on a mené les guerres, et on sait très bien, et on a fait la paix, la guerre et la paix. Et on comprend très bien que le prix est très cher lorsqu'on perd le temps. Il faut travailler sur l'union palestinienne. À mon avis, si les Palestiniens ne se rendent pas compte sur cette question, j'espère dans cette conférence, la question sera adressée encore une fois au Qatar et la Turquie sur la question de la bande de Gaza, qu'il faut les encourager puisqu'ils ont une influence, comme ils le prétendent, et moi je doute, parce qu'une question d'argent uniquement. Le seul pays qui a de l'influence sur la population palestinienne et sur cette question, c'est l'Égypte. On est le maître du jeu, qu'ils veuillent ou non ces autres pays. Avec l'histoire, avec notre poids géopolitique, notre poids militaire, notre poids diplomatique et médiatique aussi, et religieux. Alors je crois qu'ils doivent comprendre, ces deux pays, qu'ils doivent cesser d'intervenir. Leur ingérence doit être arrêtée pour le bien des Palestiniens. Parce que si ça va continuer comme ça, le seul perdant, ce sera le Hamas et ce sera la population de Gaza. Vous êtes chercheur en géopolitique à l'Université de Paris. Comment est-ce que le monde occidental voit cette cause palestinienne? Alors, c'est très bizarre. Dans les années, je vais parler chronologiquement. Dans les années 1970, il n'y avait pas cette tendance de sympathie envers les Palestiniens, qui d'ailleurs à l'époque étaient unis sous l'Organisation de libération palestinienne, sous Yasser Arafat. Et il y avait cette hostilité médiatique et surtout populaire dans le monde occidental. Or, le moment où les camps ont changé et maintenant il y a une sympathie, surtout en France, où je le vois là-bas, je le touche, il y a une sympathie vers les Palestiniens. Les Palestiniens eux-mêmes sont divisés. Alors les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe exactement. Mais pourquoi ne pas saisir cela? Les médias là-bas, ils parlaient bien de la cause palestinienne. Les politiciens, lorsqu'ils rencontrent le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, tous les leaders européens lui disent il faut la solution des deux pays, il faut le trouver immédiatement, une paix durable. Vous ne pouvez pas négliger la question de la population palestinienne. Mais c'est ça ce qui est dangereux. Si eux-mêmes ils ne se rendent pas compte qu'ils doivent s'unir, bah, ce soutien qui est un trésor, qui n'a jamais eu lieu depuis les années 70 et qui est maintenant entre leurs mains, dommage que ça sera perdu comme ça. Tout à fait. Il faut dire que l'organisation de la conférence islamique a été fondée le 25 septembre 1969 avec pour objectif le renforcement de la coopération et de la solidarité entre les pays membres et la protection des droits et des intérêts du monde islamique. Son siège est à Jeddah, en Arabie saoudite. L'OCI compte 57 membres. Nous avons plus d'informations sur cet aperçu, sur la fondation ou cet aperçu historique concernant l'organisation de la conférence islamique à vous donner dans ce compte rendu.
L'organisation de la conférence islamique, l'OCI, a été créée par décision de la conférence du sommet islamique qui s'est tenue pour la première fois à Rabat du 22 au 25 septembre 1969 à la suite des réactions du monde islamique provoquées par l'incendie criminel perpétré par un juif extrémiste australien le 21 août 1969 contre la mosquée El-Aqsa, qui est le troisième lieu saint de l'islam et situé à Jérusalem sous occupation israélienne. L'organisation a pris le nom d'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, lors de la 38e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères, le CMAE, qui s'est tenu à Astana du 28 au 30 juin 2011. L'OCI compte 5 membres observateurs. La République turque de Chypre du Nord, par le nom de l'État chypriote turc, la Bosnie-Herzégovine, la République centrafricaine, la Fédération de Russie et la Thaïlande. Le document constitutif de l'organisation est la nouvelle charte adoptée au 11e sommet en 2008, en remplacement de la charte de l'Organisation de la conférence islamique adoptée à la 3e session de la CMAE à Rabat en 1972. La charte énonce les objectifs et les principes de l'organisation et détermine l'adhésion, l'observation, les organes, le règlement à l'amiable des différends, le budget et les finances, ainsi que les règles opérationnelles. La nouvelle charte, qui a revisé et substitué la précédente charte datée de 1972, est le tournant le plus crucial pour la réforme de l'organisation. La nouvelle charte constitue la base juridique et les organes nécessaires à la coopération et aux activités conformément aux exigences contemporaines entre les pays islamiques dans le récent environnement qui a connu des changements radicaux sur la scène internationale depuis l'année 1972. Le sommet islamique, qui est l'organe de décision au plus haut niveau de l'organisation, se compose des rois, des présidents et des premiers ministres des États membres. Il se réunit une fois tous les 3 ans dans l'un des États membres, tient des consultations dans le but d'atteindre les objectifs fixés dans la charte de l'OCI et prend des décisions sur la politique à suivre à cette fin. Les États membres accueillent les réunions du sommet alternativement sur la base des groupes géographiques. Cette règle s'applique également aux autres réunions de l'OCI. 13 sommets et 7 réunions de sommets extraordinaires ont été organisées dans différents États membres depuis sa fondation. La dernière réunion du sommet s'est tenue sous le thème Unité et solidarité pour la justice et la paix du 14 au 15 avril 2016 à Istanbul. La Turquie a assumé la présidence du sommet de l'OCI lors du sommet sous-mentionné et la continuera jusqu'au 14e sommet qui sera tenu à la Mecque, au Royaume de l'Arabie Saoudite, le 31 mai 2019. Un des objectifs de la conférence ou de ce sommet, c'est de renforcer la coopération entre les divers pays islamiques, c'est-à-dire avoir un objectif commun. Alors que la Turquie, par exemple, est un pays membre et la Turquie est présente lors de cette 14e édition, alors que ses objectifs et sa vision politique diffèrent complètement des pays arabes ou des pays arabes islamiques en particulier. Ouais. Le Qatar aussi est un pays membre et participant, et cependant, ses objectifs à l'heure actuelle, en 2019, diffèrent complètement des autres pays. À votre avis, comment voir ce dilemme? Comment l'analyser? C'est l'intérêt géopolitique qui s'impose et ça montre que ces pays-là, quoi que ce soit leur identité religieuse, mais après ça, leur intérêt géopolitique domine. La Turquie a soutenu tous les milices étrangers qui ont été infiltrés et créés au sein du cœur du territoire syrien, qui est un pays arabe. La destruction de ce pays était menée par la Turquie et le Qatar, ces deux pays. La Turquie a voulu à un certain moment prendre une partie du territoire syrien, prétendant que ça leur appartenait de l'Empire ottoman.
Et heureusement, lorsqu'il y a eu l'intervention russe, les choses se sont ralenties et après ça, beaucoup de choses se sont arrêtées. Jusqu'à la question d'Idlib, que les Turcs, ils ont envoyé des forces armées là-bas. C'est un pays arabo-musulman. Alors qu'ils ont envoyé là-bas leurs forces armées, leurs chars, pour occuper cette partie de ce pays souverain. Ça, c'est comme vous le dites, exactement. C'est contre la doctrine des pays arabes qui demande protéger la souveraineté des pays arabes. Alors on fait une conférence islamique, il y a un pays qui se prétend un pays islamique et qui veut prendre une partie de ce pays. Alors c'est une question très délicate parce que la Turquie elle a un problème de compréhension et de dialogue avec leurs voisines, les pays voisins. Avec l'Union européenne, d'accord, on comprend. Mais avec l'Égypte maintenant sur la question du gaz, avec la Syrie, avec l'Irak, c'est une question d'hostilité continue. Je crois que c'est un problème de leadership là-bas, dans la personne de Recep Tayyip Erdogan. Ou bien, si vous prétendez être un leader musulman, donc, ce cas-là, vous respectez la souveraineté de tous les pays arabo-musulmans. Ce n'est pas, au contraire, un prétexte de prendre des parties des territoires et de l'expansion. Le Qatar a fait pareil. Le Qatar a soutenu ces mouvements. Leur appareil médiatique, Al Jazeera, est un appareil très nuisible à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite, à la Syrie. Mais pourquoi ? Pourquoi cette machine de propagande est en train de tourner contre la souveraineté des pays arabes? Et je souligne le mot souveraineté. Pourquoi déstabiliser ces pays? Alors, je crois que ces pays, ils sont en train de mener une politique, exactement comme vous le dites, contraire. Là, il y a encore un troisième pays, c'est l'Iran. Et c'est la question iranienne qui s'impose aussi. C'est un pays musulman, mais l'Iran, au moins, ils sont en train de dissimuler leur intention d'une façon très maligne, c'est-à-dire à dire on est là pour combattre Israël. Mais on n'a jamais vu alors quoi. Bon, le combat entre Hezbollah et Israël est calme depuis 2006, mais l'expansion iranienne au Yémen, ça n'a rien à faire avec Israël. Pareil, leurs cellules dormantes dans les pays du Golfe, et pareil aussi leur existence en Irak. En Syrie, ils disent bah oui, on est proche du plateau du Golan. Je doute qu'ils vont faire quelque chose. Bah, voilà, le Golan a été annexé officiellement par les États-Unis au profit d'Israël et le Hezbollah n'a rien fait. Alors je trouve que ces trois pays-là ont un point d'interrogation très importante, mais le pays qui a eu une influence très néfaste, c'était la Turquie. Il faut comprendre, ou que le leadership comprenne là-bas, qu'il y a une limite et qu'il y aura une patience, que si cette limite et cette ligne rouge sera dépassée, la patience ne sera plus là, parce que la question de souveraineté, que ce soit de l'Égypte ou d'autres pays, ne sera pas tolérée. À votre avis, pourquoi est-ce que l'Iran n'a pas été invité ? Parce que l'Arabie Saoudite est en un état d'hostilité très forte avec eux. Ils n'ont pas voulu les avoir. Je crois que la visite de John Bolton, le conseiller du président Trump, il y a 2 jours, où il a dit que je suis presque sûr, il a fait une visite aux Émirats, presque sûr. Alors presque sûr, c'était un peu contradictoire, mais presque sûr que les navires pétroliers ont été sabotés par les Iraniens. Ça met l'huile sur le feu, ça anime plus la situation. L'Arabie Saoudite n'a pas hésité dès le premier jour où il y a eu l'attaque contre les lignes de pétrole, que c'était la Houthi et qui sont soutenus par l'Iran là-dessus. Et surtout, il y avait la chaîne Al Arabiya qui a dit, ce qui était intriguant, c'est que les chaînes iraniennes publiques étaient prêtes à filmer l'attaque. C'est-à-dire qu'il y avait une coordination entre le Houthi
et les Iraniens. Alors que le ministre des Affaires étrangères iranien, Jawad Zarif, il a dit on est prêt d'y aller. C'est diplomatique, c'est très beau de dire ça, mais est-ce que c'est faisable? Je crois qu'il y a une blessure au sein du monde arabe à cause de l'Iran. Je crois que ça a été clair dans ce sommet qu'ils n'ont pas voulu voir l'Iran là-bas. Et c'est un message. Pour répondre à votre question, c'est un message à la Turquie. Qui détient le pouvoir d'imposer ces sanctions sur l'Iran, qui est un pays souverain? Je veux dire, est-ce que, parce que le sommet se tient à Jeddah, si le sommet aurait été tenu ailleurs, l'Iran aurait eu le droit d'y assister, ou c'est la décision de tous les pays islamiques? Je crois franchement que cette fois-ci c'est à Jeddah ou à la Mecque. C'est très symbolique, extrêmement symbolique, inclut l'affaire de l'Iran. Donc c'est-à-dire que maintenant tout le monde islamique se rallie avec l'Arabie saoudite qui était touchée il y a quelques jours par cette attaque et que l'Iran ne sera pas invité. C'est un double message. Alors que la Turquie et le Qatar ont été invités. Oui, bien sûr. La Turquie et le Qatar ont été invités parce que ça n'a pas touché le cœur de ce monde de l'intérêt. Soyons clairs, dans le monde géopolitique, et tant qu'il n'y a pas un accrochage direct, tout est possible. Le dialogue est ouvert. Mais le moment où il y a un accrochage direct, comme ce qui était, je crois, s'il n'y avait pas l'attaque contre les pétroliers, les navires pétroliers ou les lignes de pétrole en Arabie Saoudite, je crois que peut-être les Saoudiens auraient invité les Iraniens. Mais l'accrochage était direct là. Et je crois que les menaces étaient directes. Et la fermeture du détroit de Hormuz aussi, c'est une menace très directe à l'économie du pays du Golfe. Donc je crois que c'est très très clair qu'ils ont voulu transmettre le message. Non seulement ça sera en Arabie Saoudite, non, ça sera à la Mecque et ça sera présidence saoudienne. Tous les leaders seront là et l'Iran ne sera pas invité. Le message est très clair. Pour revenir à un autre pays islamique qui est la Libye, dont nous soutenons évidemment l'armée officielle, mais la Libye a un autre problème, c'est qu'il y a 1400 milices armées, que ce soit parmi les Libyens ou parmi les groupes terroristes ou autres. À votre avis, est-ce que l'armée nationale est capable, par formation, de faire face à ces guérillas, si on peut le dire, ou ces milices? Alors, c'est une question que l'Égypte a posée depuis presque maintenant 8 ans, depuis 2011, c'est pourquoi l'embargo international qui était imposé sur le colonel Kadhafi et son régime est toujours imposé sur la Libye. La Libye, maintenant, il n'y a plus Kadhafi. La cause n'existe plus. Comme on dit juridiquement, le lien de causalité n'existe plus. Alors, pourquoi cet embargo est imposé sur l'armée libyenne? Le maréchal Khalifa Haftar, il est choisi par tous les militaires libyens pour combattre le terrorisme. La France et beaucoup de pays d'Europe n'ont pas voulu dialoguer avec eux, mais grâce à la diplomatie égyptienne, maintenant Khalifa Haftar est reçu à l'Élysée par le président Macron, reçu à Rome en Italie et partout en Europe. Alors, je crois que c'est un interlocuteur politique et aussi un leader militaire. La capacité de combattre le terrorisme, c'est une question très complexe parce que bien sûr, lorsqu'ils demandent l'apprentissage, l'expertise du combat du terrorisme à leurs voisins, pas nécessairement l'Égypte, à tous les voisins, pourquoi pas? Il faut les aider tant que c'est un combat contre le terrorisme. On ne va pas écouter les rumeurs qui sont répandues par Al Jazeera et d'autres qu'il y a une aviation égyptienne qui a bombardé. Il n'y a aucune preuve. Nous, on ne fait pas une politique d'ingérence. Et ce n'est pas notre intention en Égypte. Sauf si ça touche notre frontière et on a une institution militaire très adaptée
à combattre ces vagues de pick-up qui voulaient introduire. Et ils ont malheureusement, au départ, ils ont réussi à faire des actes terroristes à travers les frontières, mais maintenant, tout est bien organisé. Je crois que, oui, le maréchal Khalifa Haftar, pour répondre à votre question, et l'armée nationale libyenne est capable de faire face maintenant, parce qu'il y a une volonté libyenne à ne pas laisser ce pays se piller, parce que le pillage du pétrole, le trafic du pétrole était très clair par les Turcs et les Qataris. Aussi le trafic d'esclaves humains qui était là-bas. L'Égypte a combattu avec l'Europe et en coopération avec la Libye l'immigration clandestine à travers ces bateaux. Et cette guerre ne cessera jamais, sauf s'il y aura une sécurité dans toutes les villes libyennes. C'est le droit de l'armée libyenne d'imposer sa sécurité. Je ne comprends pas comment on peut sanctionner ou on peut critiquer un pays qui est en train de se défendre contre le terrorisme à l'intérieur. L'Europe a imposé l'état d'urgence lorsqu'il y a eu des actes terroristes. Beaucoup de renforcements ont été faits. Alors je crois qu'ils ont la capacité. L'Égypte est là pour soutenir, donner l'expertise, mais pas l'ingérence. Et on le fera tant qu'il y a des mouvements terroristes et tant que le peuple libyen a besoin d'une aide. À votre avis, dans quelle mesure la situation libyenne expose les pays voisins au danger? Alors, cette alerte a été posée par le président Fattah el-Sisi dès le début, mais personne ne voulait le croire, surtout dans le nord du bassin de Méditerranée, que l'Europe est à l'abri. L'Europe n'a pas compris à un certain moment que les Turcs qui étaient présents sur le territoire libyen, ils allaient organiser un trafic de réfugiés pour faire pression sur l'Union européenne. C'était un cercle qui a été fait, c'est-à-dire recruter tous les gangs et tous les bandes qui étaient en train de capturer ces réfugiés et l'extrader à la Turquie, et la Turquie les détient comme une arme, et on a vu comment ils ont fait avec l'Union européenne, avec les réfugiés. Le résultat, c'était quoi? Que l'Allemagne et beaucoup de pays ont dû s'asseoir avec Erdogan sous le chantage. Il a demandé 3 milliards d'euros comme assistance, sinon il va ouvrir les portes pour les réfugiés, soi-disant réfugiés, et les laisser partir comme fléau au sein de l'Europe, du territoire européen. Donc voilà, une catastrophe qui n'était pas dans les calculs de ces pays. On a dit à plusieurs reprises qu'un pays stable, un pays fort en Libye qui combat le terrorisme sera aussi une protection indirecte à l'Italie, la France et tous les pays du bassin méditerranéen en Europe. Et je crois que les Européens, ils ont compris ça, mais trop tard. Trop tard. Maintenant, voilà, ils ont une relation très tendue avec la Turquie qui était leur allié pendant la guerre en Libye. Et ils ont un problème des réfugiés. Ils ne voulaient pas parler avec Khalifa Haftar, maintenant c'est l'interlocuteur officiel. Et il reste l'Égypte qui a dit, ben voilà, on avait une vision dès le départ que c'est très dangereux ce jeu avec le feu concernant la Libye. C'est pour cela que l'Égypte maintient cette ligne depuis le début. Tous les pays de voisinage avec la Libye ont souffert. L'Algérie, par exemple, au départ disait on a une doctrine militaire de non-ingérence qu'on ne peut pas intervenir. Les mouvements terroristes ont traversé les frontières de la Libye pour l'Algérie. L'Algérie a dû réagir. Pareil avec la Tunisie. Alors l'Égypte qui avait dit dès le départ, soyez sûrs et certains que si vous n'allez pas réagir, ce fléau des mouvements terroristes, qui ne sont pas en majorité libyens, ils sont des mercenaires, qui sont dedans, ils sont là juste pour payer le pillage du pétrole et en même temps traverser les frontières, menacer la sécurité d'autres pays, surtout l'Égypte. Alors, la position de l'Égypte qui se renforce du jour après l'autre donne raison à notre doctrine diplomatique et doctrine militaire
qui va certainement aboutir à une solution durable en Libye. Depuis le commencement du printemps arabe, d'autres dossiers épineux ont pris le dessus concernant la région arabe. Et pourquoi est-ce que la cause palestinienne est au cœur de l'agenda du 14e sommet de l'Organisation de la coopération islamique? À votre avis, qu'est-ce qui a ravivé cette cause, entre autres? Parce que c'est une cause commune. C'est pas intelligent d'appeler un sommet et mettre sur la table des causes qui vont disperser tout le monde. Alors il faut réunir tout le monde sur une cause d'abord, la cause palestinienne qui n'est pas pour Jérusalem. Même les Turcs disent, Erdogan se dit protecteur de Jérusalem. On n'a rien vu pour l'instant. Les Iraniens disent pareil. Bah, ils n'étaient pas invités, mais c'est une cause commune, c'est une cause légitime. Et c'est une cause aussi qui tombe à pic parce que, oui, Jérusalem est menacée, toute la question palestinienne est en péril maintenant, les Palestiniens ne sont pas unifiés, on ne sait pas l'accord du siècle dont on parle va aboutir à quoi exactement. Un pays comme la Jordanie est très concerné par cette question, parce que le roi de la Jordanie, il a le tutelle religieux, ou le tutelle sur les endroits religieux, que ce soit à la mosquée Al-Aqsa ou l'église de résurrection à Jérusalem, selon les fuites qui ont été faites de l'accord du siècle, la Jordanie perdra sa tutelle. Aussi la confédération avec les Palestiniens, que les Palestiniens qui sont dedans au sein du royaume hachémite de la Jordanie, ils seront alors intégrés, non seulement intégrés, mais ils auront une autorité indépendante. Alors tout ça, c'est une menace à la souveraineté d'un pays comme la Jordanie. Donc cette question touche tout le monde maintenant. L'administration américaine compte sur des pays comme l'Arabie Saoudite de faire la pression sur les Palestiniens. Mais est-ce que c'est faisable ou non? Donc il faut comprendre que c'est une situation très critique à tous ces pays. Il faut prendre une décision le plus rapidement possible, sauf que il y aura beaucoup de chantage, à mon avis. Ce sera par la Turquie, par le Qatar, au profit de l'Iran, sur les pays du Golfe. Mais heureusement que l'Égypte est là. Heureusement, l'Égypte est là. Et le président Abdel Fattah el-Sisi était très clair. C'est une ligne rouge, on ne laissera personne le franchir. Tout à fait. Si je vous demandais d'analyser très rapidement la situation syrienne, le dossier syrien qui est très épineux et qui déjà a plusieurs actionnaires, il y a plusieurs joueurs qui sont intervenus dans le dossier syrien. Alors le dossier syrien, c'est un dossier international maintenant. Ce n'est plus un dossier qui concerne la Syrie uniquement. C'est un dossier où il y a la Russie, il y a la Turquie, et ce sont deux grands pays dans ce domaine. On a vu les sommets concernant la Syrie, et malheureusement, c'était pas entre les pays arabes, c'était entre la Turquie, la Russie et l'Iran. Alors que la question concerne un pays arabe. C'est très bizarre. Alors, je trouve que l'armée syrienne, quand même, a pu réaliser beaucoup de succès sur le territoire. Le dernier enclave, Idlib, est un enclave très épineux pour les Turcs qui veulent s'implanter dedans. Mais je crois que le message était clair par le leader russe Vladimir Poutine à son homologue turc que Idlib doit être sous la souveraineté de la Syrie. Israël est en train de profiter de tout ça et de donner des frappes militaires de temps en temps aux installations de défense aérienne. D'abord, il disait que ce sont des gros groupements ou des bastions iraniennes, mais maintenant ils disent franchement et devant tout le monde et clairement, non, ce sont des installations de défense aérienne syriennes. Merci pour cette analyse très rapide. Docteur Cherif Amir, vous êtes chercheur en géopolitique à l'Université de Paris. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.
Aujourd'hui, nous avons consacré notre rencontre au 14e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, dont les travaux doivent commencer demain, vendredi 31 mai à Jeddah. Et donc, nous avons beaucoup d'attentes quant aux recommandations et aux résolutions auxquelles parviendraient tous les acteurs de cette organisation. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous. Bon week-end et à la prochaine.